Ok. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Il y a encore des gens qui se connectent, mais je propose qu'on commence et puis puis on va nous rejoindre au fur et à mesure. Donc l'idée, c'était de passer un peu de temps ensemble sur voilà, les rôles de l'IA dans le futur d'audit et du contrôle interne. On était récemment chez Supervisor à la conférence qui s'appelle GAM aux États-Unis, Great Audit Minds. Ça a eu lieu en Floride cette année. C'est une conférence qui est tous les ans de l'IIA, de l'International Institute of Auditors, Institute of Internal Auditors, pardon, et qui rassemble tous des acteurs de la profession. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi de vous débriefer un peu de ce qui s'y est dit. Il y a énormément de sessions très intéressantes, bien sûr, sur tous les sujets qui nous préoccupent en ce moment. Et on va essayer de vous donner un petit peu, de partager un petit peu ce qui s'y est dit et passé. Voilà, je commence. Alors, juste quelques mots sur nous. Supervisor, on est une entreprise de 60 personnes. On a à peu près 100 clients dans le monde, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, principalement en France pour l'instant. On a fait une levée de fonds récente significative. On est voilà, groomé, si on peut dire, par les ICPA dans un des programmes qui sont mis en place aux États-Unis sur les entreprises les plus innovantes dans le secteur. On est certifié par SAP, on est revendu par SAP, on est disponible sur le SAP Store également. C'est peut-être important pour ceux d'entre vous qui sont des clients SAP par ailleurs. Et on a tout ce qu'il faut en termes de certification ISO, SOC, etc. Voilà, c'est important de le rappeler, surtout dans le contexte de sécuritaire actuel. Alors, juste quelques mots sur moi. Je co-dirige moi Supervisor. J'ai passé toute ma carrière dans le tech, d'abord chez KPMG en tant que consultant, côté conseil, c'était aux États-Unis, et puis j'ai passé aussi 10 ans chez SAP dans différents rôles, en France, à l'international, notamment en IMIA. Voilà. Donc, ravi de faire votre connaissance, même si je suis désolé, on est trop nombreux pour que je vous donne à chacun l'opportunité de vous présenter. Alors, on va commencer par un des problèmes, si vous voulez, qui a été mentionné et très clairement évoqué lors de conférences GAM dont je vous parlais, et voilà, qu'on connaît depuis un moment. Mais globalement, problème de talent sur le sujet, plus généralement de la comptabilité, mais de l'audit, du contrôle interne. Problème de pression, pour commencer, hein, on a 45% des personnes dans le compliance officers en fait qui reportent avoir des anxiétés ou dépressions liées à leur job, donc c'est un peu affolant, parce que c'est bien au-delà des pourcentages qu'on peut avoir sur les populations standards. Une métrique qui a explosé ces dernières années, puisqu'elle était plutôt aux alentours de 50-60%, c'est la pourcentage parmi les comptables qui quittent, CPA qui quittent leur profession, qui ont plus de 6 ans d'expérience. Qu'en fait, on fait face à un manque de talent critique. Aux États-Unis, si on prend voilà, le besoin en CPA, on est à peu près 2 millions, et aujourd'hui, il y a, je pense qu'un peu près de 2 millions, et aujourd'hui, on a à peine 1,5 million d'employés dans le secteur. Donc, voilà, ça c'est un thème qui est revenu assez fréquemment autour de la conférence, au moment de la conférence, et qui aussi pose la question de quel rôle va jouer l'AI, et notamment les agents AI, puisqu'on commence à avoir des robots, comme vous le savez, hein, c'est la version 2 du Robotic Process Automation, RPA. Donc, vous voyez des promesses de sociétés qui arrivent en disant, voilà, on va vous créer un agent, et puis cet agent va se comporter comme un employé, et puis il va prendre des responsabilités, il va se connecter à vos systèmes, et puis il va commencer à réaliser des tâches. Donc, effectivement, si vous voulez, la tentation est grande de se dire, bon, on manque de job d'un côté, on a des agents de l'autre, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? On y reviendra. Les tendances ou opportunités. Aujourd'hui, on a 40% des équipes de contrôle et d'audit interne qui utilisent de l'AI. C'est une source de Gartner sur 2024. Donc ça, c'était un chiffre de 2024. J'imagine que ce sera encore plus important en 2025.
Je dis AI, mais c'est Gen AI plus spécifiquement. Hein. Donc, on parle d'AI, on parle de Gen AI. Sinon, on parle de machine learning, qui sont plutôt des algorithmes mathématiques et statistiques. Chose intéressante cette année, donc je vous parlais de conférence de l'IIA aux États-Unis, 100% des sessions, il y avait peut-être une quarantaine de sessions organisées sur différents sujets, mais à peu près toutes les sessions mentionnaient soit l'AI, soit l'analytics dans leur présentation. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point le sujet prend la priorité des discussions et des débats et des échanges. Une autre statistique intéressante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les dernières versions de ChatGPT. Je pense que si on prend les toutes dernières versions qui ont pu être lancées ces derniers mois par les grands hyperscalers qui fournissent les fournisseurs de modèles fondationnels, aujourd'hui, l'examen du CPA, 85% de taux de succès, de réussite par ChatGPT 4. En fait, ça veut dire qu'il gradue, en fait. Il a son diplôme. Donc, voilà, c'est intéressant de noter ça. Alors, si on va faire un petit zoom aujourd'hui sur l'analytics et les AI, hein, est-ce que ça take over the world? L'idée, c'est de voir ce qu'on peut en faire, de débattre autour de ça. On aura aussi l'opportunité de poser des questions à la suite de l'entretien, de la discussion. Le premier problème, c'est ce qu'on a. Si on prend l'analytics, le sujet de l'analytics, donc analytics, c'est analyser des données et essayer d'en tirer des insights, découvrir des anomalies, des problèmes, arriver à contrôler, maîtriser le risque sur ces données, utiliser les données pour faire son identification de risque. Trois grands problèmes qui reviennent systématiquement. Un, c'est l'accès à la donnée. Deux, c'est les talents. On en parlait un petit peu avant, les talents. C'est ce qu'on a les bons talents pour faire ça. Très difficile d'expérience pour une équipe d'audit, de contrôle interne, d'avoir les bons talents en termes de data engineer, data science pour réaliser quelque chose sur les données. Et puis, dernier problème, c'est la tech. Qu'est-ce qu'on fait de la tech? Comment on appréhende la tech qui évolue très vite et qu'est-ce qu'on peut en faire? Premier point sur la donnée, accès à la donnée, fréquence d'accès aux données, c'est en fait, il faut reconnaître, la plupart vous êtes à l'audit, au contrôle interne, vous n'avez pas facilement accès aux données, c'est-à-dire à l'ensemble des flux, l'ensemble des transactions qui peuvent être enregistrées par une entreprise. Et ça, c'est un vrai problème parce que si on n'a pas accès aux données, on a beau utiliser de l'AI, on a beau avoir des talents, on ne pourra pas faire grand-chose en termes de data-driven insight. D'autres choses qu'on peut faire, on peut faire des interviews, on peut rencontrer des gens, on peut faire des contrôles ponctuels, mais c'est très difficile de rentrer dans un mode continu et systématique si on n'a pas un accès sécurisé à une donnée qui est très stable dans son format, si vous voulez. Voilà, format des données, format il varie, vous avez un extract un jour, vous aurez un autre extract un autre jour, vous ne savez pas quoi en faire. Ça, c'est un vrai problème. Puis ensuite, le problème, c'est de standardiser, normaliser les données. Vous êtes probablement dans des organisations qui ont plein de filiales, d'entités, de géographies différentes, de divisions. Et vous pouvez obtenir des données qui sont très différentes d'une entité à l'autre, notamment parce qu'ils tournent sur des systèmes différents. Vous n'avez pas forcément un data lake, quand bien même vous auriez un data lake, les données ne sont pas forcément organisées, combinées comme vous le souhaitiez. Donc ça c'est le premier problème si on se pose la question de comment j'utilise l'analytics et les AI pour identifier des risques. Deuxième problème, c'est le talent. Donc, on en parlait avant, mais notamment si on parle de talent tech, hein, vous avez besoin, si vous voulez faire de l'AI Analytics, que vous commencez à jouer avec ça, d'avoir une véritable expérience, d'expertise en termes de data science. Il y a plein de subtilités dans la manipulation des données et donc, on a besoin d'expertise sur ce sujet-là. Donc, ça c'est le deuxième problème. Le problème, c'est que si vous pouvez embaucher quelqu'un de très compétent sur le sujet, en général, vous aurez une, deux max personnes dans vos équipes qui ont ces compétences-là. Et en plus, c'est des gens qui sont très courtisés, qui peuvent, ont des taux de churn assez élevés. Et puis, voilà, c'est pas naturel pour quelqu'un qui a une grosse expérience en data science ou data engineering de rejoindre une équipe d'audit et de contrôle interne ou une équipe finance. Donc, en fait, c'est souvent des profils qui sont absorbés par d'autres fonctions ou d'autres entreprises. Dernier point, la technologie, ça apporte beaucoup de potentiel.
on peut se poser la question de la maturité, parce que bon, ça évolue très vite, mais est-ce qu'on est dans une technologie qui aujourd'hui est complètement enterprise grade à qui vous pouvez faire confiance, qui vous pouvez confier de véritables responsabilités? Ça, c'est la vraie question. Et c'est une technologie qui pose aussi de nouveaux risques. On va en parler. Alors, on va faire un petit zoom sur la littérature que j'aime bien, c'est le Asimov. Si vous relisez Asimov, il y a toute une série de romans qui ont été écrits dans les années 60, 70, me semble-t-il. Donc, il y a maintenant plus de 50 ans, sur les robots et qui explorent quels comportements ont les robots à partir de règles qu'on leur donne de comportement avec les humains. Et donc, bon, c'est un peu tiré par les cheveux là peut-être, mais l'idée, c'est de dire, bah, si on a des agents qui vont être des agents IA à qui vous avez confié des responsabilités, parce qu'on n'est plus à dire, on est simplement à discuter avec une interface. Demain, on a un agent qui va avoir accès à vos systèmes, qui va pouvoir interroger des données, qui va pouvoir écrire des rapports, qui va pouvoir prendre des décisions, éventuellement passer des transactions. Et donc, voilà, quelle confiance on donne à ces agents. Et donc, c'est intéressant, simplement, bon, c'est un petit clin d'œil, mais ça donne beaucoup de perspectives sur comment on se voit évoluer dans un monde où une partie de vos collègues pourraient être des robots qui font des choses de la même manière que vous sur des systèmes et qui écrivent des rapports, etc. Et c'est intéressant parce que bien sûr, ça pose la question de la confiance, du comportement, de la relation. C'est, je pense, assez pertinent quand même de se replonger là-dedans. Mais fermons la parenthèse. Simplement, si on s'imagine que voilà, demain vous avez des agents dans vos environnements, dans vos organisations, se pose tout un tas de questions autour de ces agents. Est-ce que ces agents ont les bonnes données? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de data poisoning, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que au niveau du prompt qu'on donne à ces agents, au niveau des données sur lesquelles ces agents vont aller interroger et chercher, donc ça, c'est le premier problème. Est-ce que finalement la personne à qui on fait confiance, cet agent à qui on fait confiance, a accès aux bonnes données, au bon contexte, des manipulations de prompts, parce que le prompt, c'est pas vous qui l'écrivez complètement. Il y a déjà des prompts préécrits. Voilà, comment sont pré-paramétrés les agents? C'est une vraie question. Est-ce que vous parlez au bon agent? La substitution. Est-ce que quelle compréhension fine du business a cet agent? C'est des vraies questions parce que c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, la différence d'une personne expérimentée dans une équipe qui fait de l'audit, du contrôle interne, financière. C'est la compréhension fine du business, subtile, de ce qui se passe, de comment les choses se passent sur le terrain, etc. Et donc, c'est ce contexte qui est primordial et qui manque probablement fortement aux agents. Tout ça pour dire, je vais un peu loin là, mais c'est important parce que on a cette technologie et il faut qu'on se pose la question de où on l'utilise, pourquoi elle est bonne et pourquoi elle n'est pas bonne. Donc ça, j'y viens. Donc, si on prend le GenAI, aujourd'hui en tout cas, c'est très bien pour analyser des documents, c'est très bien pour écrire des rapports, c'est très bien si vous avez des questions à poser sur un sujet, c'est une formidable base de connaissances. Pour peu que vous ayez un agent qui était entraîné sur voilà, tout un tas de normes, de standards, de operating procedures, etc., qui concernent votre domaine, ça va être très intéressant pour la formation, pour comprendre, avoir des éléments externes, etc. Donc ça, c'est très puissant pour ça et il faut absolument l'utiliser, me semble-t-il, en faisant bien attention effectivement à certains aspects, mais c'est peut être très puissant pour ça. C'est très pertinent pour générer du code, des queries, des scripts, etc. Également pour faire des résumés, une capacité de voilà, synthétiser l'information qui est assez formidable. Et ça ne fait aucun doute que dans votre bagage d'outils quotidiens, au même titre que des plateformes de collaboration, au même titre que Excel, Word, PowerPoint ou n'importe quel autre. C'est quelque chose à utiliser. Donc, ça, je pense, c'est assez safe et on peut tout à fait, vous pouvez tout à fait y aller avec quelques précautions, mais ça fait partie des solutions
qui ont une capacité à augmenter très fortement votre productivité si c'est bien utilisé. Avec quelques précautions quand même, hein, c'est pas parce que vous avez parlé à un agent qui sait vous écrire du code que ça fait de vous un bon développeur. Faut avoir un peu de recul, faut connaître les choses, faut pas tomber dans ce piège-là. Et puis, c'est pas parce que vous avez un agent qui est capable d'aller vous chercher l'information que il maîtrise la qualité des données. Et donc, le truc à retenir, c'est que les données, et on en parlait dans les problèmes qu'on a souvent, c'est l'accès aux données, ça ne résout pas cette qualité des données, en fait, le problème qu'on a à accéder aux données. Donc ça, c'est pas une silver bullet, comme on dit en anglais. Attention, même si vous avez un agent ou un modèle de machine learning qui est très avancé, très poussé, si vous avez des données de mauvaise qualité en entrée, vous aurez des problèmes en sortie. Et ça, il y a malheureusement aujourd'hui pas de technologie miracle qui va vous adresser ce problème. Donc ça reste le point à bien garder en tête. Là où il faut faire attention, dans tout ce qui est raisonnement formel, attention, c'est pas très adapté. Ça ne marche pas si vous avez de grands volumes de données structurées. Donc, autant vous pouvez avoir un agent AI, ça a compressé énormément de savoir dans le modèle, et donc vous avez une capacité formidable à interroger ce savoir. Autant vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de prendre toutes vos écritures tous vos journaux des écritures, par exemple, de votre système financier et de le donner à un agent AI. Ça ne fonctionne pas. Et la structure même de ces modèles de GenAI ne permet pas ça. De la même manière que vous seriez incapable d'analyser un tel volume de données, les agents n'en ont pas la capacité. Sur des données non structurées, ils sont capables d'aller chercher beaucoup d'informations, de retour, c'est ce qu'on appelle le RAG, c'est aller rechercher de l'information dans des bases documentaires, ça c'est assez efficace pour ça, mais des données structurées en très grand volume, quand on parle de centaines de millions de lignes, faut oublier. Donc gardez bien ça en tête, parce que c'est pas parce qu'on a des agents très puissants qu'on est capable de leur donner un accès à un système comptable et imaginer qu'ils vont aller se trouver des choses intéressantes par eux-mêmes. Des investigations complexes avec du jugement humain, etc. Il faut évidemment être extrêmement prudent là-dessus. Et donc, d'ailleurs, c'est là que vous, en tant que professionnel et professionnel humain, je dirais, vous avez une forte valeur ajoutée. C'est là que vous devez être bon, je dirais, parce que il y a effectivement un certain nombre de tâches sur lesquelles les agents peuvent vous aider ou prendre la tâche. Voilà, la compréhension de votre business fine. Ces agents sont entraînés sur des très gros volumes de données, mais dans ces gros volumes de données, il n'y a pas la compréhension fine de votre métier, de vos process, de votre organisation, du contexte politique dans lequel vous êtes au sein de vos entreprises. Donc, faut pas en attendre ça d'un agent, et donc faut être évidemment prudent là-dessus également. Dernier point, un agent ne prendra jamais de responsabilité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est responsable, et donc ça reste un humain, en tout cas aujourd'hui. Donc il faut bien être prudent aussi par rapport à tout ce que va sortir comme input, comme écrit un agent. À la fin de la journée, vous êtes responsable, et si l'agent fait une erreur, par extension, c'est votre responsabilité. Plus que celle de l'agent. Donc, on n'a pas encore traité ce point-là. Attention, les agents aussi ont tendance à parfois être people pleasing, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'ils vont dans votre sens. Donc, si vous les poussez un peu, finalement, ils vont vous répondre ce que vous avez envie d'entendre. Et ils vont le faire avec beaucoup de conviction souvent. Donc, en fait, vous avez l'impression que c'est de la vérité parce que c'est énoncé avec beaucoup de conviction. Quand il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose avec beaucoup de conviction, vous avez souvent l'impression que c'est vrai. En tout cas, ça vous renforce. C'est un fonctionnement humain, assez classique, même si c'est pas forcément vrai, mais quelqu'un qui vous dit quelque chose avec beaucoup de conviction, vous avez plutôt naturellement cette tendance à penser que c'est vrai, il y a une vérité derrière. Les agents vous parlent parfois avec beaucoup de conviction et ont en plus la fâcheuse tendance de pouvoir aller dans votre sens. Donc attention quand vous interrogez un document, quand vous interrogez
par exemple un contrat que vous souhaitez analyser, etc., il y a ces biais qui entrent en jeu et vous allez avoir tendance à croire peut-être trop facilement ce que vous dit l'agent. Garder énormément de recul par rapport à ça, c'est assez fondamental. J'avance parce que je vois que le temps passe. Regarder un petit peu tout le moment à la fin pour les questions si on peut. Mais voilà. Donc, voilà, notre message, et c'est garder bien ça en tête sur où est-ce qu'on peut utiliser, où est-ce qu'on ne peut pas utiliser. Et donc, on en vient au sujet notamment voilà, comment est-ce qu'on fait quand on a de grands volumes de données? Parce que la tendance sur le marché, c'est que les entreprises, les équipes d'audit et de contrôle interne utilisent de plus en plus ce qu'on peut appeler du continuous control monitoring ou de l'audit analytics, c'est différents termes pour définir la chose, mais globalement, c'est j'automatise la récupération de données transactionnelles et l'analyse sur ces données pour identifier des anomalies, des risques, des tentatives de fraude et être capable d'investiguer tout ça. Donc, le GenAI est très intéressant. On vous expliquer comment nous on l'utilise chez Supervisor, mais c'est pas utile en tant que tel directement pour analyser de très gros volumes de données structurées. Donc, gardez bien ça en tête. Je pense que s'il y a un message, c'est celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour analyser de grands volumes de données? Donc, si on fait un petit zoom sur l'analytics, il faut une solution, ce qu'on appelle anti-fragile par rapport à tous les risques qu'on a décrits en amont. Et bien sûr, c'est ce qu'on cherche nous à construire, mais au-delà de notre solution et de la solution qu'on propose, je pense que c'est un framework assez générique que je vous invite à prendre en compte. Donc, des solutions antifragiles, qu'est-ce que ça veut dire? Un accès direct aux données. Je pense que c'est important aussi pour l'intégrité du processus d'audit, de contrôle que vous pouvez mettre en place, pour l'intégrité de ce process. C'est, vous voulez un système qui lise directement les données transactionnelles à la source. Il faut aller à la source des données. C'est ça l'enjeu. Vous travaillez sur des données qui ont été retraitées, qui ont été mélangées, voilà, il y a des risques, qui ont été extraites manuellement. Il y a des risques que vous n'ayez pas le bon set de données, que vous regardiez pas les bons ensembles, etc. Donc ça c'est le premier point. Donc, aujourd'hui, je vous disais en introduction, il y a 40% des entreprises, plus de 40% des entreprises aujourd'hui qui ont mis en place, qui mettent en place des systèmes de GenAI et d'audit analytics. Donc, la question, c'est voilà, comment est-ce qu'on fait ça? Ensuite, continuous et exhaustive control. Donc, l'idée, c'est de le faire de manière continue, de le faire sur l'ensemble des flux. On est en train de quitter le monde où on faisait des carottages et on faisait quelques contrôles sur ces carottages. Ça, c'est le monde d'hier. Le monde qui se construit, c'est on a aujourd'hui la technologie pour regarder l'ensemble des flux et c'est ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est le genre de solution qu'il faut rechercher, c'est cette capacité à travailler en continu, c'est-à-dire voilà, pas forcément en temps réel, mais de manière très régulière, et surtout, la plus importante, c'est être capable d'analyser quand vous récupérez un set de données, mais c'est d'analyser ce set de données à la lumière des sets de données précédents que vous avez pu récupérer. C'est très important. C'est pas juste pas une analyse ponctuelle. Il faut essayer de regarder un ensemble de données qui est le plus large possible. Le troisième enjeu qui se dessine, c'est la standardisation. Nous, on incite beaucoup nos clients à essayer de choisir des contrôles standards. C'est la même, si vous voulez, chose qui se passait sur les ERP. On a fait beaucoup de spécifiques pour finalement se rendre compte qu'il y avait des processus standards qu'on pouvait utiliser sur lesquels aujourd'hui on essaie de converger parce que ça simplifie, ça permet d'être plus efficace, ça évite de réinventer la roue, etc. Et donc, notre message, c'est en ce qui concerne les contrôles, il y aura toujours des contrôles qui sont très spécifiques à votre contexte business, à votre environnement, etc. Et c'est là que d'ailleurs, vous avez, votre valeur ajoutée la plus forte. Mais il y a aussi tout un tas de contrôles qui sont hyper standards. Et voilà, c'est mieux de prendre dans une bibliothèque de contrôle standard plutôt que de réinventer la roue de notre point de vue. Et puis, on parlait des AI. C'est combiner les rules avec les AI. Je vous disais, le Gen AI, en tout cas, n'est pas pertinent pour analyser de très, très gros volumes de données. Le machine learning, c'est différent, c'est plus des statistiques, ça marche bien. Mais éviter de faire Gen AI va pas résoudre ce problème d'approche. Il faut garder du rule-based.
c'est très pertinent. Ça permet aussi de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est une combinaison des deux qui permet de bien faire les choses. Voilà, et puis indépendant des systèmes transactionnels. Vous avez un système transactionnel dans lequel vous passez de transactions, c'est bien d'avoir un système tiers qui est indépendant de ce système, qui fait le contrôle. Donc voilà le genre de solution qu'on vous invite, vous, à mettre en œuvre si vous avez un programme de continuous control monitoring à mettre en œuvre, ou d'audit analytics. C'est ce vers quoi s'orientent toutes les entreprises, en tout cas toutes les grandes entreprises aux États-Unis sont déjà là dans ce paradigme. Et donc, même si c'est encore moins le cas en Europe, ça va arriver vite et on vous encourage à ça. Call to action, je vois que le temps passe, donc je vais aller vite. Premier point, on disait, je répète, je suis désolé, mais c'est data est clé, donc c'est important de passer du temps sur la bonne donnée. Aujourd'hui, les entreprises passent 80% de temps à essayer quand vous faites de l'analytics, aujourd'hui, vous passez 80% de temps à essayer de corriger les données, de les récupérer, etc. Ça c'est quelque chose qu'il faut automatiser, nous on peut vous l'automatiser. Après, oui, jouer avec les AI, c'est important, de GenAI en particulier. Faites attention à où vous l'utilisez, comment vous l'utilisez, on en a parlé. Et puis, je pense qu'on est en train de changer de paradigme. Hein. On n'est plus dans le. Il ne faut pas vous sentir obligé de tout construire vous-même, notamment en termes de contrôle, d'AI, etc., d'utilisation d'AI. On va rentrer dans une phase de maturation où finalement l'AI est incorporé dans des solutions. C'est ces solutions-là, métiers qu'il faut rechercher, plus que d'essayer d'être au niveau de la technologie elle-même. Parce que, bon, en finance, en audit, en contrôle, on n'est pas le cœur de notre métier, c'est pas de faire de la technologie. C'est donc l'idée, c'est de plutôt consommer la technologie plutôt que d'essayer de la créer. Voilà, encore quelques secondes. Ça, c'est le paradigme dont on parlait à l'instant. Voilà, et puis bon, nous, ce qu'on fait, juste une petite seconde sur nous. Ce que vous fait Supervisor dans le contexte de tout ce qu'on a discuté, c'était le travail, la standardisation, la récupération, l'automatisation de la standardisation de la donnée. C'est très important, des données. Une fois que vous avez ça, vous êtes capable de faire des analyses pertinentes. Si vous n'avez pas ça, vous allez passer l'ensemble de votre temps, en ce qui concerne l'analyse de données, à essayer de les nettoyer, de les comprendre, de les joindre, etc. Ensuite, de créer des scripts. Même si vous avez de l'AI qui vous crée des scripts, vous avez quand même, voilà, ça fait pas de vous des experts en script. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser des contrôles préparamétrés et puis de combiner. Donc, l'AI en particulier, le GenAI est très utile pour ce qui est de faire certaines choses comme mapper des plans de compte, expliquer des anomalies, prioriser des anomalies, etc. Donc, ça, c'est le genre de technologie qu'on embarque pour vous aider là où c'est pertinent et utiliser cette technologie là où c'est pertinent. Voilà, je vous laisse là-dessus, des dashboards, des analyses de données. Et puis, voilà, je pense qu'on est à top of the hour. Moi, je peux rester en ligne quelques minutes si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Mais après, je pense que je peux être aussi respectueux du temps que vous nous avez accordé et de vos agendas. Donc, voilà, je vous remercie. C'est un plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous joindre. Vous pouvez les poser tout de suite et on reviendra vers vous. Vous pouvez nous les poser offline. On est à votre disposition. Merci encore de votre attention et de la participation. Je vois qu'on a beaucoup de monde, donc c'est très chouette. Et puis, à très bientôt et merci.